Douglas. Bonjour Stéphanie et bienvenue chez moi. Merci beaucoup de m'accueillir. Alors ce roman, La Symphonie du hasard, qui va sortir le 9 novembre, est quand même très particulier dans votre œuvre, puisqu'en fait il s'agit d'un tome 1, ce qui veut dire qu'il y en aura un deuxième et un troisième. Autrement dit, c'est un roman extrêmement long. Qu'est-ce qui a motivé chez vous l'envie d'écrire une fresque comme ça aussi importante ? Au début, quand j'ai commencé le roman, j'ai l'idée que ce sera assez long, mais pas si long que le résultat. Pour moi, j'avais l'idée de franchement suivre les années de mon adolescence et juste après, une période très importante dans l'histoire américaine entre 71 et 84. Juste après les années 60, juste après en fait les grands changements dans la société américaine, mais toutes les sociétés aussi, et aussi une période très très tendue, c'était l'époque de Vietnam, de Richard Nixon, et puis après l'espoir de Carter et le grand changement avec Reagan quand l'argent est devenu la religion civile aux États-Unis. Donc en fait c'est l'histoire qui a motivé, et la richesse de l'histoire qui a fini par motiver la richesse du récit aussi. Oui, mais aussi avec l'idée, comme j'ai dit plusieurs fois, le diable est dans des détails. Et pour créer une narration quand le lecteur ou la lectrice est investi dans des personnages, c'est très important de créer une famille. Et voici franchement, au début et à la fin, une histoire familiale. Une famille, il y a une narratrice, Alice, et au début du roman, elle a 16 ans, et à la fin, elle a presque 30 ans. Et sa famille, deux frères aînés, et un mariage pas terrible entre ses parents, une famille avec ses propres secrets, des trahisons immenses, comme toutes les familles. Mais aussi un miroir de cette époque, du pays, mais aussi, j'espère, un miroir universel. Parce que d'après mon expérience, la famille, c'est un des plus grands défis dans la vie. Et ce roman est déjà complètement écrit, vous l'avez écrit d'un seul tenant. Vous ne l'avez pas pensé en vous disant je vais faire un tome 1, puis j'écrirai après le tome 2 et le tome 3. Il est déjà entièrement terminé. Oui. Dans mon œuvre, il y a des romans très longs. La poursuite du bonheur, Les chants de scale de la vie conjugale, aussi cet instant-là. Avec ce roman, j'avais l'idée au début, ce sera à peu près, en fait, 180 000 mots, et ça a augmenté. Quand j'ai terminé ça, j'avais presque 400 000 mots. J'ai livré un manuscrit de 325 000 mots. Et ça fait beaucoup de pages, en fait. Oui, 130, 1300 pages. Oui, 1300 pages. Désolé. Oui, donc c'était difficile de le publier en un seul volume. Oui, 1300 pages. Et j'ai dit à mon éditrice française, Françoise Truffaut, au secours, c'est long. Et elle m'a appelé après 2 semaines, elle m'a dit, c'est brillant. Et j'ai une idée, 3 tomes. Parce que c'était dans 3 parties. Mais ça, c'était sa décision, et une décision très, très sage. Et en fait, ce livre, c'est sa première parution. C'est-à-dire que la France, les lecteurs français vont être les premiers à lire La Symphonie du hasard, avant les lecteurs anglais ou américains. Tout à fait. Ça sera fin de 18. Et ce n'est pas décidé si ce sera dans un tome avec des coups ou 3 tomes. Ça va arriver, mais dans quelques mois. Mais pour Françoise a décidé immédiatement, en fait, je vais publier le premier en novembre 2017. Et le 2e mars, le 3e mai 18. Donc les lecteurs français auront lu l'ensemble du livre avant même qu'il soit publié ailleurs. Oui, tout à fait. Mais aussi, mon lectorat ici, en fait, franchement, c'est le lectorat le plus important pour moi. J'ai un public extraordinaire ici. Et aussi, une autre chose, pendant une période très, très difficile dans le milieu des éditions, où, en fait, franchement, le livre est franchement menacé par tout, surtout l'Internet. Ici en France, il y a un vrai lectorat qui sont très fidèles des écrivains préférés. Et c'est un pays où, en fait, la littérature compte, continue à compter.
le fait, par exemple, que le prix unique est sacré ici et complètement primordial. J'ai vécu 25 ans en Angleterre et Angleterre a éliminé le prix unique et c'était une catastrophe pour le roman. Avec le prix unique, en fait, la France sauve la littérature française et le livre. Parce que la vérité, imaginez une famille de 4 personnes riches chez Starbucks, ok? 2 cappuccinos, 2 chocolats, 2 muffins, ça coûte combien? À peu près 25 €, plus cher qu'un livre en grand format. Et l'espoir et le but maintenant, c'était créer une nouvelle génération de lecteurs et lectrices. Et dans ce roman, surtout le premier tome, c'est un portrait d'une adolescent. Donc vous pensez que le jeune lectorat français va être sensible aux années de formation? J'espère que parmi en fait mon lectorat maintenant, on peut capturer aussi des jeunes lecteurs aussi. Parce que l'adolescence, pour moi, c'était passionnant de créer un livre dans la tête d'un adolescent. J'ai 2 enfants, Max à 25, Amelia à 21. J'ai vécu l'adolescence et je me souviens très bien mon adolescence. L'adolescence, c'est toujours le cauchemar. C'est horrible. Et bien justement, quand on vous connaît un petit peu et qu'on connaît un petit peu votre vie et qu'on lit ce livre, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de points communs entre votre parcours et le parcours d'Alice. Oui et non. Ce n'est pas un roman à clé, ce n'est pas exactement un roman autobiographique. Je peux citer Flaubert, Emma et moi, Alice et moi. Oui, c'est vous quand même, Alice, parce que d'abord, elle est née à peu près en même temps que vous. Oui. Elle est d'une famille où il y a 3 enfants, elle a 2 frères. Bon, alors elle n'est pas l'aînée, alors que vous êtes l'aîné de 2 frères. Tout à fait, 2 frères. Mais ses parents ne s'entendent pas. Oui, en fait, j'avais une mère juive qui était maniaco-dépressive et un père irlandais catholique qui était très bonnet et qui était très blessé par des événements de Deuxième Guerre mondiale, comme le père d'Alice oui, et comme la mère d'Alice. Tout à fait, mais on a grandi à New York, mais on a passé tous les étés dans un petit village au bord de la mer, pas loin de New York, mais c'est une banlieue de New York qui s'appelle Old Greenwich et mon père a demandé tout le temps il faut vivre ici toute l'année, il faut quitter la ville. Ma mère a résisté, heureusement. Alors que dans le cas d'Alice, ils vont vraiment vivre dans cette petite ville. Tout à fait. Et elle a détesté, en fait, cette ville, comme j'ai détesté cette ville aussi. Donc, il y a beaucoup de points communs. La différence, et c'est très intéressant, je suis contre, franchement, autofiction. Parce que c'est toujours la revanche. Et aussi, si on écrit un roman qui est un roman à clé, il y a un aspect de la revanche aussi. Et aussi, on n'a pas une certaine distance des événements et de la narration. Donc oui, j'utilise certains aspects de ma vie. Mais c'est quand même aussi une manière de raconter ce que vous avez vécu et de partir du réel. C'est beaucoup moins... il y a beaucoup moins de ressorts romanesques que dans vos précédents romans. Tout à fait, mais c'est très romanesque aussi parce qu'il y a beaucoup d'événements et beaucoup de personnages. Et le truc, on peut lire ce roman comme un grand livre du 19e siècle, même si c'est assez actuel. Et c'est historique, mais loin, mais pas trop loin aussi. Et j'espère aussi l'atmosphère des années 70 et 80 est omniprésente dans le livre. En fait, c'était une période franchement de rock'n'roll. C'était une période des barbecues, du shit. C'était une période, le début du féminisme. Mais aussi, dans ce roman, j'ai fait face au racisme de cette époque, en fait. C'est le moment aussi des luttes pour les droits, les droits civiques. Les droits civiques, aussi le début du féminisme, contre le sexisme des États-Unis. La tragédie américaine. Et on s'est répété la même chose. Maintenant,
on a un mec dans la Maison Blanche qui est franchement un homme du Moyen Âge. Et aussi c'est une période très contre les femmes, contre les homosexuels. Tout est menacé, tout le progrès qu'on a fait est menacé. Le fait que maintenant, en fait, la question de subvention nationale de la contraception, c'est discuté au Congrès. Ça, c'est pour moi dégueulasse. C'est une des raisons pour lesquelles vous avez choisi d'écrire ce livre maintenant, parce que c'est aussi une manière de montrer qu'on vient de loin, on a accompli un grand chemin et qu'on est en train de régresser. Quand j'ai commencé le roman, l'idée du candidat Trump, c'était un conte de fées amer et pas la vérité du président Trump. Mais en même temps, en fait, quand j'étais à l'université, au début, j'ai pensé peut-être je vais devenir historienne. Et honnêtement, j'ai été toujours fasciné par l'histoire américaine. Et honnêtement, en fait, pourquoi on a créé en fait une situation maintenant où on a un vrai connard à la Maison Blanche. Pourquoi c'est une société si éduquée et aussi si ignorante? Pourquoi en fait l'argent et la religion civile aux États-Unis? Ça c'est aussi sous le vernis du roman et aussi les guerres culturelles que Nixon a créées. L'idée qu'il y a une vraie Amérique profonde, la majorité morale contre les deux côtes. Ça, c'est partout. La question de la classe sociale est partout. Ça, j'espère que ça, c'est un aspect de richesse de roman. Absolument. Mais au début et à la fin, c'est une famille. Et ça, c'est complètement universel. Et j'espère pendant les 3 volumes, on est complètement investi dans les personnages. Dans les personnages. Ça, c'est certain. Mais il y a à peu près une quinzaine d'années, vous m'aviez dit, et j'avais trouvé ça très intéressant, la différence entre nous, écrivains américains, et vous, écrivains français, c'est que vous écrivez sur vous, et nous écrivons sur la société américaine. Et même lorsqu'il y a des personnages. Mais il y a toujours quelque chose dans le fond du roman américain qui est la société américaine. Par exemple, et c'est particulièrement vrai dans ce livre-là. Tout à fait. Par exemple, quand j'ai écrit 5 jours, il y a 6-7 ans, ça c'est une histoire d'amour, franchement une bref rencontre, un coup de foudre. Mais aussi derrière de ça, en filigrane, c'est un portrait de la classe moyenne américaine maintenant. Mon point, si on écrit directement au sujet des États-Unis, si on est écrivain américain, on écrit toujours au sujet des États-Unis. Ici, dans la symphonie du hasard, l'Amérique est partout. Pourquoi, en fait, on est une société très schizophrène et des grands paradoxes. 20% de la population américaine sont très bien éduqués, avec des idées ouvertes, progressistes, avec une idée du monde entier. Mais ça, c'est 20%, 60 millions américains, presque la même taille. C'est beaucoup quand même, 60 millions. C'est la taille de la France. Mais le problème, il y a un autre 310 millions américains. Et le plus grand gouffre aux États-Unis aujourd'hui, c'est l'éducation. Vous savez, en fait, j'ai lu une statistique récemment. 370 millions américains, combien de passeports américains? 135 millions. Donc, 235 millions américains n'en ont aucune connaissance du monde en dehors des États-Unis. C'est impossible de voyager au Canada maintenant sans un passeport depuis le 11 septembre. Ça, c'est absolument extraordinaire. Donc, dans ce roman, oui, je pense qu'un des thèmes sous le vernis est pourquoi on est ici maintenant. Voici le résultat, franchement, de Nixon et surtout dans le 3e tome de Reagan, quand en fait le trajet du pays a complètement changé et l'argent est devenu tout, et aussi c'était la fin, franchement, du système de démocratie sociale aux États-Unis qui sera complètement détruit par Trump. Cette histoire justement d'image, d'apparence, de vernis, elle est très importante dans ce livre parce que on pourrait croire que la famille d'Alice, c'est la famille parfaite.
Au contraire. Voilà, Au on a contraire. les parents, les enfants, enfin c'est d'une classe moyenne, mais enfin c'est une classe moyenne qui marche plutôt bien, qui fonctionne plutôt bien. Tout à fait. Donc vu de l'extérieur, on pourrait se dire voilà, c'est la famille, le rêve américain. Tout à fait, mais la vérité est autre chose. Et aussi, un de mes thèmes constants, pourquoi le malheur est toujours un choix. Et d'après mon expérience, parce que j'ai grandi dans une famille très malheureuse, c'est toujours un choix. Et ça, c'est le truc aussi, des relations entre les trois enfants qui sont complètement différents que l'autre. Ça c'est un autre aspect dans cette famille. Le frère aîné, Peter, est très gauchiste, aussi un grand dragueur, très narcissiste. Le deuxième frère, Adam, c'est un athlète, il joue le hockey, mais en même temps, c'est un homme avec un très grand secret et aussi toujours dans l'ombre de son père, qui est toujours distant d'Adam. Et puis Alice, qui est peut-être la plus originale des trois, mais aussi avec beaucoup de doutes, et aussi quelqu'un qui a été menacé par des filles au lycée, parce qu'elle est différente, elle lit tout le temps. Ça, on connaît ce personnage. Ça ne Tout à s'appellerait pas fait. Douglas, par exemple? J'avais une carrière intéressante au lycée, mais montrez-moi un écrivain avec une enfance heureuse. Ça, c'est rare. Mais ça c'est le truc, si on écrit, tout est de matériel. On peut tout utiliser. Je n'ai jamais fait dans la vie des choses pour la revanche, mais c'est possible de manière différente dans la littérature, parce que je n'ai jamais essayé de régler des comptes dans la vie, mais dans la littérature, on peut dire ça, mais de manière plus élégante. D'ailleurs, quand même, vous réglez un certain nombre de comptes dans ce livre, parce que on sent que l'injustice et toutes les injustices que vous avez vues ou que vous avez pu subir, ou que vous avez vu subir à d'autres, vous les dénoncez. Il y a une sorte de rage quand même derrière ces mots. Oui, en fait, l'injustice, c'est aussi un grand thème de roman. Des injustices d'une famille, des injustices à l'école, au lycée ou à l'université. C'était aussi une époque, par exemple, quand j'étais à l'université, et j'utilise la même université dans le roman, quand j'ai connu un homosexuel qui a été battu par des athlètes. C'était une période quand, en fait, il y a une violence contre les femmes qui était acceptable aussi. Et le racisme qui était partout dans la société américaine. Ça a commencé de changer, mais regardez maintenant quand le racisme a augmenté. Et les événements dans Charlottesville, il y a quelques semaines, qui étaient en un mot dégueulasse et tragique. Et le désespoir parmi les intellectuels aux États-Unis maintenant est immense. Parce que la progression et la régression, c'est des voisins aux États-Unis. On avance et puis on revient. Alice, alors revenons à Alice, parce que comme ce qui est très intéressant, c'est que vous racontez cette histoire à la première personne du féminin, puisque c'est Alice qui raconte. Donc d'une certaine manière, alors ça c'est pas nouveau chez vous, parce que nombre de vos livres sont racontés à la première personne du féminin. Une moitié de mes romans. Oui, c'est beaucoup. Oui. Donc en fait, vous aimez vous mettre à la place des femmes. Ça arrivait par hasard. Quand j'ai écrit La poursuite du bonheur, j'ai osé l'écrire dans la peau d'une femme. Tout le monde m'a demandé comment vous faites ça. Ce n'est pas comme j'ai en secret un poche d'estrogène que je place sous le bras quand j'écris dans la peau d'une femme. Honnêtement, c'est très naturel pour moi. Je n'en ai aucune idée pourquoi. Peut-être parce que j'ai eu une mère très difficile, qui était maniaque, dépressive et très frustrée. J'ai commencé, franchement, d'observer ses actions et ses dilemmes quand j'étais... Donc c'est une manière de comprendre la mère et de Tout à fait, comprendre les femmes. comprendre la mère, comprendre les femmes. Mais aussi, je suis devenu très féministe très, très tôt parce que j'ai vu, en fait, le résultat avec maman.
Et le fait qu'elle était si... malheureuse, en fait, d'être une femme au foyer. Oui. Tout à fait, malheureuse. Mais aussi quelqu'un, franchement, qui n'a pas la capacité de tout vaincre en carrière. Et ça, c'était aussi tragique. Mais quelqu'un cultivé, qui a lu beaucoup, en fait, qui a une certaine connaissance de la musique classique et du théâtre, mais aussi complètement frustré. Et donc, peut-être c'était pour comprendre maman, mais aussi pour comprendre le rôle des femmes. Et puis, pendant ma génération, pour la première fois, je suis né en 1955, les femmes ont eu une opportunité de changer le trajet de leur vie. J'ai connu beaucoup de camarades de classe. Vous aimez d'ailleurs que dans vos livres, la femme soit indépendante, elle soit forte. Mais j'ai connu beaucoup de camarades de classe qui ont devenu femmes de foyer, même si avec des diplômes de fac de droit après Bowdoin ou de business. Honnêtement, et maintenant aux États-Unis, on a en fait un congrès très républicain et contre le féminisme. Donc, Alice est quelqu'un de très indépendante, aussi en fait un peu isolée, mais une grande observatrice des choses. Et quelqu'un qui, surtout pendant la première tome, découvre, et c'est le moment de l'adolescence, et qu'on est à l'université, qu'on commence à comprendre, mon Dieu, la vie est compliquée. Mais est-ce que justement utiliser un personnage féminin pour raconter une histoire qui vous est quand même très proche et dans laquelle vous mettez beaucoup de vous et d'expériences personnelles, c'est aussi une manière peut-être de prendre de la distance et d'éviter l'autobiographie complètement? Complètement. En fait, vous avez raison. Oui, c'était exactement comme ça. Si c'était franchement un jeune monsieur à New York, dans une école privée de la classe moyenne, franchement, qui était toujours dans les petits cinémas et la cinémathèque new-yorkaise et les clubs du jazz pendant son adolescence. Ça, c'est trop proche de moi. Ça, c'était ma vie adolescente. Mais le fait que, franchement, en fait, avec Alice, j'ai une certaine distance. Je peux trouver des autres vérités. Et ça, c'est très important pour moi, comme écrivain, d'avoir une distance et regarder, en fait, franchement, des motivations de quelqu'un un peu différent que moi. Alors Alice, quand elle arrive à l'université, elle découvre le monde professoral, elle découvre la vie intellectuelle, elle va faire partie du journal de l'université, ce qui a dû être votre cas, non? Oui, tout à fait. Oui, et aussi, en fait, elle devient très proche, par de manière intime, avec un professeur. Et aussi, elle commence une liaison très importante avec un athlète qui est aussi très intelligent en même temps, et le résultat est désastreux. Alors, est-ce que c'est une manière de montrer qu'en fait les intellectuels et les athlètes ne sont pas faits pour s'entendre? Ça c'est toujours, en fait, si on est intellectuel américaine, on a été toujours menacé par des athlètes. Ça c'était, on a l'expression de jocks aux États-Unis, et ça c'était toujours un problème au lycée aussi. En fait, je n'ai pas quelqu'un de très sportif. Au contraire, en fait, je suis plus sportif maintenant, mais j'ai détesté ça à cause des athlètes. Donc là, vous réglez votre compte avec tous les athlètes de l'université que vous n'aimiez pas. Tout à fait, tout à fait. Voilà, sans aucun doute. Mais alors, donc, elle découvre l'amour, mais elle découvre aussi la déception, l'illusion, la désillusion. Oui, comme la plupart des ados ou des jeunes adultes. Ça, c'est le truc quand je vois mes enfants au milieu de leur première histoire d'amour, et puis des déceptions après, la première rupture, des choses comme ça. On pense, oh mon Dieu, on connaît cette chanson, parce qu'on a chanté cette chanson. Ça, c'est la vie. Et donc, j'espère pour tout le lectorat, ce roman va fonctionner comme un miroir aussi. On pense, oh oui, j'ai vécu ça. Peut-être dans une manière différente, mais
Honnêtement, ça c'est le truc, même si le décor est différent, le pays est différent. L'adolescence, c'est universel en fait. Tout à fait, et la condition humaine est aussi universelle. J'en suis sûr, si on a passé du temps au Corée du Nord, on va trouver dans des couples des mêmes problèmes, des problèmes avec des parents et des enfants, en fait, des problèmes de boulot, même si c'est un système hyper totalitaire et fermé, en fait. La condition humaine, c'est toujours la même chose.